monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 10. 10 comme le département de l'Aube. Et on salue tous les spectateurs qui nous regardent depuis la belle ville de Troyes. Au sommaire ce soir, 70% des Israéliens s'opposent actuellement à la création d'un État palestinien sur les lignes de 1967. Qu'est-ce que ce résultat dit de la société israélienne? Débat dans quelques minutes. Il sera bientôt sur scène à Tel Aviv et à Porto. David Azria, le parrain de cette émission, viendra nous faire un petit coucou dans quelques minutes. Restez avec nous, ça va décoiffer. 4 débatteurs, 4 informations. Rendez-vous après la pub pour le désormais culte Tour de l'info. Le second débat sera consacré à une enquête IFOP sur le rapport à l'islam des musulmans de France. Conclusion, l'intégrisme progresse, surtout chez les plus jeunes. Et pour terminer cette émission, qui s'annonce très intéressante, Julien Assal aura carte blanche. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 10. Et comme le dit si bien Booba, que des numéros 10 dans ma team, que des numéros 10 autour de moi en plateau ce soir. Bonsoir Caroline Sportes. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très très bien. Numéro 10 comme Zinedine Zidane. Ça va bien. Mais attention, pas de coup de boule sur Guy Poran. Non. Bonsoir Guy Poran. Heureux de vous retrouver dans Ça se débat. Merci, bonsoir. Très bien, merci. Super. Et 2 numéros 10 de très haut niveau à Paris. Ils n'ont pas le choix, car Booba disait aussi, c'était pas numéro 10 à Paname, c'est la banane du siècle. Bonsoir Barbara Lefebvre. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Je ne connaissais pas cette référence. Ah bah si. Très littéraire. Bonsoir Ross, comment allez-vous? Vous êtes peut-être le seul à avoir toutes les rêves depuis le début de l'émission. Non, moi je l'avais aussi. Absolument. Caroline aussi. Absolument. Que des numéros 10 dans ma team. Absolument. Et c'est maintenant le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question, la création d'un État palestinien est-elle inévitable? Vous êtes d'accord à 79% avec David Antonelli. Et à la question, serait-ce une bonne nouvelle pour les Français juifs si Jordan Bardella devenait président? Vous êtes d'accord avec Julien Audoul à 73%. C'est les résultats, évidemment, de l'émission d'hier. Avant le premier face-à-face de l'émission, prenons sans plus tarder la direction du Gush Etzion où nous attend Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah Benayoun, vous êtes sur les lieux de l'attentat meurtrier perpétré plus tôt dans la journée. Bonsoir Raphaël. Effectivement, c'est juste derrière moi, ici, sur ce carrefour du Gush Etzion, qui a eu lieu cet attentat aux alentours de 14h30. D'abord, il s'agissait d'une attaque à la voiture bélier, puis 2 terroristes sont sortis de la voiture et ont poignardé des personnes qui se trouvaient donc sur leur passage. 2 terroristes ont été neutralisés par un soldat réserviste de la brigade Etzion. Un bilan très lourd, puisqu'un homme de 70 ans, Aaron Cohen, a été tué dans cette attaque. Il était père de 6 enfants, également grand-père originaire de Kiryat Arba. Son enterrement est prévu dès ce soir. Et puis en dehors de ce décès, il y a 3 autres personnes qui ont été blessées, prises en charge par les services d'urgence et évacuées vers les hôpitaux de Jérusalem. On a eu tout de même des nouvelles rassurantes de 2 des 3 blessés dont les jours ne sont plus en danger. Alors selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien les 2 terroristes seraient âgés de 18 ans et originaires de la région d'Hébron. Et Déborah Benayoun, une enquête publiée récemment révèle que les Israéliens sont contre la création d'un État palestinien avec les frontières de 1967. Oui, c'est une enquête du Centre de Jérusalem pour les affaires étrangères et de sécurité. Et selon donc les résultats de cette enquête, une large majorité des Israéliens refusent la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967. Ça représente 70% de la population israélienne qui s'y oppose et c'est le niveau le plus élevé depuis le début de la guerre. Cette opposition qui a également progressé au sein de la population juive, 79% qui s'y opposent contre 76% en septembre. Autre chiffre également intéressant,
62% de la population israélienne qui s'oppose à la création d'un État palestinien, même en échange d'une normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. Il faut rappeler que cette enquête est publiée seulement quelques heures seulement après le vote de la proposition de Donald Trump à l'ONU. En tout cas, on voit bien que les opinions se sont clairement tendues au sein de la population israélienne depuis le 7 octobre. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Je vous rappelle les chiffres. 70% des Israéliens rejettent l'idée d'un État palestinien sur les lignes de 1967. 62% des sondés s'opposent à un État palestinien, même si cela ouvrait la voie à une normalisation avec l'Arabie saoudite. L'équipe de SAS Débat a décidé de poser 7 questions à nos débatteurs du soir. Les frontières de 1967 sont-elles de l'histoire ancienne? Caroline Sportes n'est vraiment pas d'accord avec l'ami Guy Poran. SAS Débat, saison 1, épisode 10, face à face 1. C'est parti. Caroline Sportes, vous avez la main. 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Vous regardez la caméra en face de vous. Guy Poran, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Caroline Sportes, c'est à vous. Très bien. En fait, la question qui est posée ici, c'est de savoir s'il faut créer un État palestinien en Judée-Samarie et du coup chasser les 500 000 Juifs qui y vivent. La réponse est bien évidemment négative et pour au moins 2 raisons. Une raison historique, une raison sécuritaire. La raison historique devrait suffire puisque la Judée-Samarie est une terre juive. Je rappelle que Juda est une des 12 tribus d'Israël depuis plus de 3000 ans. La Judée-Samarie faisait aussi historiquement partie de la zone du mandat britannique et surtout, il n'y a jamais eu de présence palestinienne en Judée-Samarie puisque de 48 à 67, il y avait un contrôle jordanien qui n'a jamais été reconnu par la communauté internationale, qui n'a jamais été reconnu par l'ONU et qui a même été contesté par les États arabes. La raison sécuritaire, elle est évidente. Il est inconcevable au centre d'Israël d'avoir un État palestinien proche des grandes villes israéliennes. Il y a encore eu un attentat meurtrier aujourd'hui en Judée-Samarie. On a déjà l'expérience de Gaza. On ne va pas recommencer la même erreur. Et surtout... Rapidement. Et surtout, il faut cesser de se mentir. Toute Stop. cette question n'est pas une question de frontières, Stop. mais d'existence de l'État d'Israël. Guy Poran, 60 secondes, un peu plus. Bon, la Cisjordanie est occupée depuis 58 ans, mais la communauté internationale et même Israël ne reconnaissaient pas ces territoires et comme faisant partie de la souveraineté israélienne. Israël ne peut pas indéfiniment occuper des millions de personnes dans les territoires où sans droits civiques et contre leur gré. La communauté internationale n'accepte pas ça. Plus de 140 pays sont votés pour la reconnaissance d'un pays palestinien et hier, le Conseil général de la sécurité a approuvé le plan du président Trump qui propose un État palestinien. Israël ne reviendra pas exactement à la frontière de 67, mais un État palestinien démilitarisé à côté d'Israël sera établi sur la majeure de Cisjordanie. Ça, je suis sûr et certain. Merci beaucoup, Guy Poran. Vous avez parfaitement respecté le temps. Barbara Lefebvre, non. Barbara Lefebvre, à Paris. Qui croit encore à une solution à 2 États avec les frontières d'avant la guerre des 6 jours, à l'exception du Quai d'Orsay? Oui, alors ça, évidemment, on va laisser le Quai d'Orsay dans ses rêveries orientalistes et parfois assez néocoloniales, il faut le dire, et pas que sur la question du Proche-Orient. Donc ça, ils ont une vision tellement irénique d'un peu tout d'ailleurs. Je veux dire que ce soit la situation en Afrique, au Moyen-Orient. Enfin, ils sont encore, ils rêvent encore de l'époque ottomane ou de l'époque coloniale. Donc je crois qu'avant tout, c'est surtout le 7 octobre qui rebat considérablement les cartes. Bien évidemment que les frontières de 67, elles étaient déjà en piteux état avec l'échec des accords d'Oslo, puisque quelque part les accords d'Oslo entérinaient les frontières de 67, essayaient de trouver un moyen de créer ce proto-État de Palestine. C'était ça quand même l'ambition des accords d'Oslo. On a vu ce qu'il en est advenu. On a vu d'abord ce que les Palestiniens en ont fait des accords d'Oslo, que ce soit le Hamas ou l'autorité palestinienne, plus l'augmentation tout au long de ces années de la présence juive en Cisjordanie.
en Judée-Samarie. Je ne vois pas de quel droit on pourrait interdire à des Juifs de s'installer en Judée-Samarie. De la même façon qu'il y a des Arabes israéliens, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir de Juifs en Judée, ce qui serait quand même assez spectaculaire que des Juifs n'aient pas le droit de vivre en Judée. Donc les frontières de 67, elles sont de facto obsolètes depuis l'échec d'Oslo. Mais alors avec le 7 octobre, elles sont encore plus obsolètes parce que on a bien vu que une frontière entre Gaza et Israël, par exemple, a été suffisamment difficile à surveiller puisqu'il y a eu, le moins qu'on puisse dire, beaucoup de trous dans la raquette de la part des systèmes de surveillance israéliens. Et là, on a un territoire qui est beaucoup plus grand que Gaza, avec une population quand même un petit peu plus importante. Donc, mais là, il y a quand même une situation qui est différente par rapport à Gaza, c'est qu'il y a des Juifs et il y a des Israéliens dans ce territoire. Donc, c'est très intriqué, c'est très compliqué, et je ne crois pas que le Quai d'Orsay puisse se permettre d'avoir un avis tranché sur la question, qui s'occupe déjà de la France. Je crois que la France, elle est parfois plus en difficulté que Israël et la Cisjordanie. Merci beaucoup. Rost, je rappelle le chiffre. 70% des Israéliens rejettent l'idée d'un État palestinien sur les lignes de 67, mais parmi les Israéliens juifs, ce rejet grappe à 79%. Que disent ces chiffres, selon vous, de la société israélienne d'aujourd'hui ? Non, mais je pense que, évidemment, qu'il y a certaines personnes qui sont traumatisées par ce qui s'est passé le 7 octobre, mais il ne faut pas oublier que les Palestiniens, eux, sont traumatisés depuis que leurs territoires ont été volés. Mais il n'y a pas d'État palestinien. Laissez-le finir. Mais je ne vous ai pas coupé, madame, je ne vous ai pas coupé. Merci beaucoup, merci de me respecter. Voilà. Merci. Et donc, les Palestiniens, eux, le vivent depuis très longtemps par rapport aux territoires qui leur ont été volés. Et on continue avec la colonisation et d'ailleurs toutes les exactions qu'il y a. D'ailleurs, je ne vous entends pas beaucoup parler des exactions qu'il y a dans les colonies depuis un certain temps. Le nombre de gens qui ont été tués, les gens qui ont été où on rentre dans leur maison la nuit, où on fout un bordel dans les élevages, etc., etc. Tout ça, on n'en parle pas, mais bref. Pour revenir au sujet en lui-même, on sait qu'il y a aujourd'hui, évidemment, la communauté internationale, que les gens le veuillent ou non. De toute façon, je vais vous dire une chose, tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, ils peuvent rêver de ce qu'ils veulent, il n'y aura jamais de tranquillité pour personne, ni pour les Palestiniens, ni pour les Israéliens, il n'y aura de tranquillité pour personne. Donc la seule voie, elle est là. L'adoption cette nuit de la résolution qui va vers la reconnaissance d'un État palestinien et la création d'un État palestinien, je vais vous dire un truc, tous les extrémistes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, je peux vous dire qu'on y a. C'est 70% de la population. Juste, je reviens sur une chose que vous avez dit précédemment. Nous parlons sur cette antenne des saccages et des violences des Israéliens en Judée-Samarie. On en parle d'autant plus que le gouvernement israélien lui-même, dans sa grande majorité, du Benyamin Netanyahou en passant par Gideon Sa'ar et d'autres ministres, condamne ces violences, et on va en parler. Et on va en parler tout à l'heure avec Guy Poran. Ils condamnent, mais ils ne font rien. Oui, mais il condamne. Mais on va en parler. L'armée israélienne est capable d'arrêter un garçon qui a jeté en tir, mais il n'arrive pas d'arrêter des centaines de pogromistes. Mais juste sur l'antenne d'I24 News, nous en parlons, Rost. Voilà, juste ça. Allez-y. Je peux rebondir sur ce qu'a dit Roth parce que c'est intéressant et les mots ont un sens, et surtout, depuis le 7 octobre, il faut arrêter avec le mythe de la terre volée, en fait. Moi, je voudrais que Roth me réponde. Historiquement, où vous situez le vol par les Israéliens de la terre aux Palestiniens? Je voudrais une réponse historique, s'il vous plaît, pas votre avis, si vous me permettez. Attendez, j'ai deux questions. Première chose. Une question. Non, mais je termine. Non, mais c'est important parce que c'est lié. La création d'un État palestinien a été refusée à plusieurs reprises par les Palestiniens, notamment si on doit retenir qu'une date, on retiendra 2000, on retiendra 2000 quand Barak a accepté de donner 93 ou 95% de ce que demandaient les Palestiniens. Donc vous voyez bien que les Palestiniens, c'est pas ça qu'ils cherchent, c'est pas la création d'un État palestinien. C'est pas une question, Rost. Alors la terre volée, j'attends la référence historique sur la terre volée. Stop, Rost, une réponse rapide et après Guy Poran. Alors, première chose, moi, sachez que je fais partie de ceux qui se battent pour
pour les deux États. Non, mais j'en doute D'accord. pas. C'est pas Donc, ça que je vous pose moi, comme question. Il n'y a pas de sujet. Non, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de sujet. Là, non, mais c'est important, je le précise. Non, mais parce que je j'ai pas de rencontre des doute gens des là-dessus. fois On qui est pas sont d'accord. dans les fantasmes. Attendez, Ok, Caroline. bon, voilà. Donc déjà ça, je vous le réponds. Ce que vous appelez, vous, les implantations, ce sont des colonies. Non, c'est ce que Il faut vous appelez des continuer colonies. d'utiliser le mot colonie, parce que les colonies ont un sens. Vous Ça avez veut dit dire que la ce terre sont avait des été terres volée. Vous avez dit volées. que la terre avait été Donc, volée. eh ben, je Alors, vous parle je voudrais la de référence ces terres-là, historique. justement. Bah, je voudrais la référence historique. Bah oui, mais je vous parle de ces c'est toujours terres-là, la même rhétorique. C'est colonies. Non, il n'y a pas de C'est réponse. colonies. Gaël Poran. Bah, Stop, stop, il y a pas de réponse. Bien sûr que je vous les On donne. avance. Bah non. On avance. C'est Gaël quoi, En Poran. fait, c'est parce que ça vous arrange pas. Ma Allez-y, réponse je ne vous vous écoute. arrange pas. Je vous écoute. Gaël Poran. Non, c'est Guy qui coupe la parole. c'est pas moi. Laisse-le. Mais On comprend plus rien. Excusez-moi, on n'entend rien. On s'entend plus. Gaël Poran. Les seules On choses que n'entend je... rien du tout. Hein. Comment s'appelle la dame là-bas? Barbara. Barbara, les seules choses que je voudrais parler, c'est par rapport à ce que Barbara a dit, qu'elle ne comprend pas comment c'est possible qu'un juif ne peut pas habiter là-bas. Mais je vous demande, comment c'est possible qu'un arabe qui habite Ramallah ne peut pas venir habiter à Jaffa? Où elle est? Qu'est-ce que c'est que ça comme question? Le pays va Il y a décider... combien d'Arabes israéliens, monsieur? En Israël, il y a 20% de la population israélienne qui est d'origine arabe, entre guillemets, palestinienne. Qu'est-ce que Donc, c'est excusez-moi, d'avoir pourquoi avec demain, l'une avec dans l'autre? votre État palestinien, ben, La déjà, fête- si vous me les laissez fêtes- finir, non, la politesse, ça peut exister. Vous êtes Déjà, vous êtes si vous en me train de laissez finir... Gaï. Est-ce que... Bon, écoutez, laissez tomber. Non. Allez, laissez tomber, parlez tout Stop, seul. stop, parlez stop, tout stop. seul. Attendez, Ça m'arrive. attendez. Charpé. Attendez. Non, c'est bon, on ne peut pas parler. Non. On est déjà Stop. à distance, alors si vous Stop. nous parlez dessus, on ne peut pas. On se calme. Je vais vous dire Barbara, une chose. allez-y. Rost était en train de dire quelque chose. Non, mais attendez, une seconde. Rost était en train de dire quelque chose. Caroline Sportes parle, à un moment donné, coupe Rost, on n'entend pas la fin de sa réponse. Moi, je commence quelque chose. Monsieur Poran me coupe, on n'entend rien non plus. Nous, on est à distance, on n'entend pas. Donc, Barbara, vous avez la parole. non, mais moi, je ne sais pas, mais déjà, Rost n'avait pas fini de dire ce qu'il était en train de dire. Non, je ne mais vais c'est pas pas parler pour grave. lui. Si, si, il allez-y, moi, expliquait c'est Gaël juste, qui a puisque coupé, c'est pas Caroline moi. Porte. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Non, Je c'est suis pas lui, d'accord. c'est vous qui avez Je coupé. suis pas d'accord Pas avec ce pareil. que dit Rost. Je suis pas d'accord avec ce que dit Rost, mais je réponds à sa place. Il essayait de vous dire que pour lui, les terres volées, c'est les terres de Cisjordanie qui sont aujourd'hui là où se trouvent les implantations israéliennes. C'est ça, Exactement. pour lui, les terres volées. Enfin, les Volé à qui? implantations, C'était ça, les la question. colonies. Volé à qui? Ce sont des colonies. Voler à Pas qui? les C'est ça, implantations. c'était ma question, mais c'est important. C'est important de Écoutez, dire qu'il n'y avait juste pas de présence une chose, palestinienne une chose. en Judée-Samarie. Écoutez, Donc voler écoutez, à qui? Il y a déjà. Ça, c'est vous qui Attendez. vous racontez cette Attendez. histoire-là. Caroline Sportes, C'est vous qui dans vous un premier racontez temps, cette histoire-là. c'est moi qui pose les questions dans l'émission. Deuxièmement, on va essayer d'éviter de se couper la parole, parce que c'est vrai que je pense que c'est Absolument. difficile à suivre pour nos téléspectateurs qui nous regardent. Chacun son tour, tranquillement. Gaël Poran, allez-y, et on conclut le débat et après on avance. Allez-y, Sous ce point-là? allez-y. Bon, la question, est-ce que c'est volé ou est-ce que c'est prêté ou est-ce que c'est la terre de Dieu? Ça, c'est des questions que tout le monde savent depuis toujours. Les seules choses qui est importante, c'est l'avenir. Comment on peut vivre ici? Et je suis complètement d'accord avec Ross. S'il n'y a pas de pays palestinien, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il y aura des guerres tout le temps, sans arrêt. 7 millions d'Arabes vont aller nulle part. Ils vont faire une autre guerre et une autre guerre. Et en fin de compte, Absolument. c'est nous qui vont perdre. D'accord. Parce que eux, ils sont fous d'être morts et nous, on ne peut pas. Parce que nous sommes trop modernes Il faut et qu'on avance. trop... voilà. J'ai une Alors, question, juste une question pour Gaël. Une question en mais tant qu'ancien C'est pas soldat vous de qui salle. posez les questions, vous donnez un argument, Alors, vous est-ce argumentez. que je peux demander Vous n'êtes pas là pour poser les questions. D'accord. Allez-y. en tant qu'ancien soldat de salle, justement, l'aspect sécuritaire, pourquoi en Judée-Samarie? L'aspect sécuritaire, vous faites quoi? Si l'État palestinien doit être en Judée-Samarie, qu'est-ce qu'on fait de l'aspect sécuritaire? Comment on gère la sécurité d'Israël? Qu'est-ce qu'on fait l'aspect sécurité? Il faut Elle viendra avoir avec la paix. démilitarisation, avec des garanties internationales, avec beaucoup de choses. Mais pour vous, Absolument. madame, et pour tous les colons là-bas, ils sont fous la sécurité parce que pour eux, c'est la terre de Dieu. Et même si les Palestiniens étaient les Norvèges et donnaient les Israéliens que de fleurs, ils vont jamais partir parce On que avance. c'est pas de question de sécurité. La sécurité, c'est des excuses. Ah bon? Les majorités des généraux en Israël, les gens qui comprennent sécurité, ils sont pour
pour un accord avec un pays palestinien. La plupart des experts sécurité disent que sans accord de paix, il n'y aura pas de sécurité pour Israël. Non. Barbara Lefebvre, le mot de la fin sur ce débat, s'il vous plaît. Après, on avance. Allez-y, Barbara, et personne ne coupe la parole, s'il vous plaît. Donc j'essayais juste de répondre à Monsieur Poran tout à l'heure qui m'interpellait sur la question des Juifs, etc. Alors déjà, je ne sais pas si des Palestiniens de Ramallah ont envie de venir vivre à Yafo. Mais en tout cas, je sais que quand il y a eu l'opportunité pour eux de choisir entre rester sur là où ils habitaient et devenir israéliens, au moins plus de 20% le sont, puisqu'ils sont devenus des citoyens israéliens. Et donc demain, dans l'État palestinien que vous appelez de vos voeux, eh bien il y aura, je l'espère, des Juifs peut-être. Et peut-être que tous les Juifs qui sont installés aujourd'hui dans les colonies, ce que Rost appelle et vous, Monsieur Poran, vous appelez les colonies, eh ben j'espère qu'ils deviendront israélo-palestiniens. Et là, on verra quels seront les droits de ces citoyens israélo-palestiniens, parce que moi, je crois que les Arabes en Israël ont les mêmes droits que les Israéliens, et je suis vraiment curieuse demain de voir quels seront les droits des Juifs dans un État palestinien. Mais il faut aller vers ça. Qui sera peut-être à cause et grâce même, je dirais, grâce à des élections démocratiques, qui sera dirigé par le djihad islamique ou le Hamas. On verra ce que ça donnera. Et voilà, c'est le mot de la fin de ce premier débat. N'oubliez pas d'aller voter sur le compte Instagram d'i24 News. Oui pour Caroline Sportes et non pour Guy Poran. Résultat divulgué demain. Allez, on avance. Il s'est langui de l'équipe de SAS Débat. Il faut dire que les débatteurs du mardi sont une source folle d'inspiration pour les humoristes. Passons dès maintenant à l'interview du tac au tac avec notre parrain, Monsieur David Azria. Bonsoir David, comment allez-vous ? Comment ça va, Raphaël ? C'est magnifique. C'est tout le temps la même équipe. J'ai l'impression de vivre la même émission qu'il y a 2 ou 3 semaines. Il y a 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, c'est la même équipe. Voilà. Mais Rost, il est partout. Je vous l'ai pas dit la dernière fois. Rost, il n'y a pas une émission, il n'est pas là. Dès qu'il y a une émission, il y a Rost en France. Il est exceptionnel. Frérot, invite-moi chez toi, Rost. Tu dois avoir un château. C'est fou, frérot. C'est exceptionnel, Rost. Il est dans toutes les émissions de France. Même dans le Hit Machine en 2004, il était dedans. David Azria, la date en Eretz, comme vous le dites, arrive à grands pas. Est-ce que vous avez terminé l'écriture de ce spectacle qui, j'imagine, sera unique ? Et là, on bosse pas mal. On a bossé vraiment depuis qu'on sait qu'on a la date. On a vraiment adapté. C'est pas le même spectacle qu'à Paris, parce que là, à Paris, on est complet quasiment un mois à l'avance, mais c'est pas du tout le même spectacle. Donc, s'il y a des gens qui l'ont vu à Paris, ils peuvent revenir s'ils sont maintenant en Eretz, et je le dis bien, Eretz, il passe bien. Donc venez, c'est pas du tout le même. On a bien bossé, on va s'adapter aux gens qui sont sur place à Tel Aviv, et franchement, ça va être un spectacle exceptionnel. Donc prenez les dernières places. Il reste plus grand chose, mais c'est dans 3 semaines, et peut-être si on a réussi à vendre toutes les places, on va peut-être rajouter une date. Mais ça dépendra de vous si vous prenez les dernières places. David, la dernière fois que vous êtes venu il y a 2 semaines, on a beaucoup parlé de Sarcelles, une ville qui nous tient à cœur à tous les deux. Mais lorsque j'ai parlé à mon entourage de votre venue dans l'émission, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs depuis une autre ville, celle de Netanya, et vous êtes hyper populaire là-bas. Est-ce que vous le savez ? Je ne savais pas du tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont expatrié vers Netanya. Pourquoi ? Je vais vous dire. Parce que tout le monde se connaît là-bas. C'est 1 mètre carré de gens de Sarcelles. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, les mecs, ils étaient à Sarcelles, ils se connaissaient. Ils ont dit non, on va partir faire notre alia, on va connaître personne. En fait, c'est les mêmes gens que tu revois 10 ans après, quoi. Oui, parce que les 2 villes sont jumelées, en fait. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que ça veut dire quoi, jumelage ? Parce que des fois, à Sarcelles, il y a des villes jumelées, il y a 18 villes jumelées avec Sarcelles. C'est-à-dire, tu peux te retrouver demain à Düsseldorf, il y a un mec qui va dire c'est jumelé avec Sarcelles, t'es même pas au courant. Et David, je regarde sur vos réseaux sociaux et en ce moment, j'ai remarqué une chose. Vous avez une sorte de petite passion qui vous est venue comme ça pour les influenceuses juives sur les réseaux sociaux. Celles qui font les recettes et qui parlent de la mode, etc. C'est ça. Alors, racontez-nous d'où ça vous est venu, ça. En fait,
quand tu commences à suivre tel ou tel compte, ou pas forcément, l'algorithme te propose des vidéos. Donc, tu as deux types de personnes. Parce que quand tu es un homme aujourd'hui sur Instagram, il y a des femmes, et des fois, entre deux vidéos de femmes, tu as une vidéo de rabbin sur ton rabbin. Tu connais ce moment où tu dis, oh là là, oh, peut-être il m'a vu le rabbin. Tu es obligé de regarder la vidéo, sinon il va t'arriver une merde cette semaine. Donc, tu regardes la vidéo, Yahya Ben Chetrit, 9 minutes 45. Ah, tu es obligé de la regarder. Et les femmes, c'est différent. Il n'y a que des vidéos, elles font toute la cuisine. Moi, je connais des femmes, elles n'ont jamais cuisiné de leur vie. Maintenant, il faut faire des vues sur TikTok, elles font tous la cuisine. Et quand tu rentres chez toi, tu lui dis chérie, qu'est-ce qu'on mange? Elle dit on commande. Mais comment on commande? Tu vois 900 vidéos par jour. Je veux goûter, moi, ce que tu as regardé. Et du coup, je me suis dit, je suis obligé de faire des vidéos, c'est pas possible. Il y a trop de gens, frère. Il y a trop de gens. Ils cuisinent tous maintenant. Et David, j'ai appris aussi, en plus de la date que vous faites bientôt à Tel Aviv, que vous montez sur scène à Porto. Mais pourquoi Porto? Porto, je vais être honnête avec toi, ils m'ont contacté, ils m'ont dit il y a des étudiants, parce que ça aussi, il faut en parler aussi. La majorité des gens maintenant qui sont dentistes ou pharmaciens, ils sont pas français, ils ont étudié à Porto. Donc maintenant, quand tu arrives dans un cabinet dentaire, tu dis à la dame ou au monsieur, j'ai une carie, il comprend pas, faut lui dire en portugais. Et caras, et j'ai une carasse, il faut une carasse, mais oui, je connais. Mais carie, ils connaissent plus. Ils parlent portugais maintenant, tous les dentistes, tous les bénichoux et tout, c'est fini, ils parlent pas. Ils sont tous portugais. Il y en a pas un qui a eu son diplôme en France. Si tu connais un dentiste qui a eu son diplôme en France, faut essayer d'y aller. Parce que c'est tous des Portugais maintenant. Ou des Roumains. Il y a en Roumanie aussi. Ça cartonne la Roumanie. C'est un pays, personne n'y allait. Maintenant que tu peux devenir médecin en Roumanie, il y a que des Juifs. Il y a des bêtes rabat à tous les coins de rue. C'est exceptionnel. C'est vrai ce que vous dites. J'ai un très bon ami à moi qui a fait ses études pour devenir vétérinaire en Roumanie. Il fallait y aller. Vétérinaire. Faut lui donner son numéro. Vétérinaire en Roumanie. Tu reviens, t'as un élevage. T'imagines, il est de Sarcelles, il atterrit en Roumanie, vétérinaire. Mais c'est exceptionnel. Vétérinaire en Roumanie, pour 50 €, t'as le diplôme. C'est pas possible. C'est fou. Et David, revenons à Sarcelles, parce que la dernière fois, vous avez fait une pub exceptionnelle à Inoun. Vous avez invité Guy Poran à manger des brochettes chez Inoun. Poran. Mais les autres restaurants de Sarcelles, ils m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, attends, il n'y a pas qu'Inoun dans la vie. Il y a Pizza Tova aussi. Pizza Tova, oui, Pizza Tova, c'est exceptionnel. C'est un resto, je crois, il est plus vieux que la ville. Il est exceptionnel, le resto. Il a toujours été là. Ça veut dire, à Sarcelles, il y avait des panneaux, mais il y avait Pizza Tova avant. Pizza Tova, c'est exceptionnel. Nous, on a connu à l'époque Pizza Tova. C'était une pizza achetée, 2 offerts. Ça n'existe plus dans le judaïsme maintenant. C'est une pizza achetée, il faut vendre ta voiture pour la pizza. Mais Pizza Tova, c'est très, très bon. Très, très bon. Voilà, merci beaucoup David Azria d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous serez sur scène le 13 décembre 2025 à Tel Aviv et le 15 février 2026 à Porto. Merci beaucoup David Azria d'avoir accepté. On voit les affiches d'ailleurs. Voilà. On va aller le voir. On voit les affiches. Je suis pas très beau gosse, mais après, peut pas faire le poids à côté de Guy Poran. Il est exceptionnel, Guy Poran. Nulle part, vous verrez nulle part. Vous verrez nulle part. Qu'est-ce que je dis? Vous verrez nulle part. Là, il rigole à mon accent. Hein. Oui. Il a un accent. Il est peut-être allé faire vétérinaire en Roumanie, lui aussi. Accent déjà pas. Oui, exceptionnel. Bravo, Guy. Et je vous invite, Guy, venez au spectacle. C'est une place achetée, une place assise. On vous enverra. Je vais venir, forcément. Merci beaucoup, David. À très vite dans l'émission. Merci. Allez, ciao, bye. Bye, bye. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Et Rost, je commence avec vous avec cette information assez récente. Donald Trump approuve la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie Saoudite. Israël ne sera bientôt plus la seule puissance à posséder des F-35 au Moyen-Orient. Rost, une question. Israël est-il le grand cocu de l'idylle entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis ? Alors, avant de vous répondre, juste un petit mot pour David, pour lui dire que moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais des émissions à la télé et que pendant 18 ans, je n'ai jamais pris un centime, je n'ai jamais été payé. Ça fait 2 ans seulement que je refuse de faire des émissions gratuitement. Voilà. Donc, alors que j'étais sur tous les plateaux, LCI, BFM, CNews, etc., pendant 18 ans sans être payé le moindre du monde. Voilà, que les choses soient claires. Mais pour revenir et bravo à lui pour ce moment plutôt sympa. Allez-y, Rost. Pour revenir au sujet, à la question, alors, il faut savoir que Donald Trump, vous l'avez présenté comme si c'était le Messie que vous attendiez. Vous nous avez fait tout
tout un truc autour de lui, de son arrivée, son soutien. Netanyahou a même attendu d'ailleurs que Trump soit élu avant de faire certaines actions au niveau de la Palestine. Donc, aujourd'hui, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que Donald Trump, déjà, la fiabilité, zéro. Il dit une chose, une heure après, il dit exactement son contraire. Après, là où il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, c'est la question de la poursuite des accords d'Abraham. Est-ce que on va continuer sur ce chemin-là? Mais pour moi, s'il faut continuer sur ce chemin-là, ça nécessite impérativement qu'on ait la création de l'État de Palestine. C'est ça. Et ça, c'est un impératif absolu. Exactement. C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 56% ou 76%, je ne sais pas quoi. Après, de toute façon, je connais les sondages, hein, et ils disent que celui qui paye les sondages, ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Donc, on l'a vu pour plein d'élections où ils ont raconté des conneries la plupart du temps. Donc, moi, les sondages, je me méfie. Rose, vous êtes en train de me flinguer le dernier thème de l'émission, là, attention. Au quotidien. Oui. Pardon ? Vous êtes en train de me flinguer le dernier thème de l'émission qui est basé entièrement sur un sondage. Alors, allez-y, on avance. Bon, alors je vous laisse, je retire ce que je viens de Attention. dire. Oh. Barbara Lefebvre, on revient sur ce que vient de dire Ross. Je pense qu'il est impératif que les uns et les autres puissent se protéger. Bien sûr. C'est important. Barbara Lefebvre, on revient sur ce que vient de dire Ross, parce que le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, il a déclaré il y a quelques minutes que Riyad souhaitait faire partie des accords d'Abraham, mais aussi garantir la voie vers une solution à deux États. Donc il y a toujours cette condition du côté de l'Arabie Saoudite. Accord d'Abraham, si et seulement si, solution à deux États. Oui, mais parce que je pense que les gens prennent MBS pour un émir du désert de pacotille, là encore, une vision un petit peu néocoloniale. MBS, il a un grand projet pour l'Arabie Saoudite et il a un grand projet pour la région. Et il a aussi promis quelque chose qui plaît beaucoup à Donald Trump, c'est 600 milliards d'investissements aux États-Unis. Vous voyez, donc forcément, quand on 1000 parle... 1000 milliards. Il est revenu dessus 1000 milliards. Encore plus, voilà. Ouais. Quand vous promettez des milliards d'investissements, des centaines de milliards d'investissements à Donald Trump, en général, les discussions vont aller plus vite. Néanmoins, la question des F-35, c'est pas la question la plus importante. La question importante, c'est la question du transfert des technologies nucléaires civiles des États-Unis vers l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite n'est pas d'accord pour signer, bon, je ne vais pas partir dans les détails, mais de signer le Gold Standard, c'est-à-dire sur la question de l'enrichissement de l'uranium, du retraitement du plutonium et de ce qu'on doit faire des combustibles usés. Et ça, là-dessus, il va y avoir un bras de fer entre Trump et MBS parce que le Congrès américain n'est pas prêt à céder à MBS alors que Trump serait plutôt d'accord. Et pourquoi c'est important? Parce que MBS, il a une vision stratégique. Quelle est la vision stratégique, notamment sur cette question du nucléaire pour MBS? C'est qu'il a deux concurrents stratégiques dans la région, Israël et l'Iran. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de renforcer l'axe saoudien-israélien pour essayer justement d'en terminer et d'en finir avec l'Iran. Et je crois donc que le spectacle qui est donné par Trump, c'est toujours, comme toujours avec Trump, ce qui fait croire à des gens comme Rost que c'est un clown et qu'on ne peut pas le croire, etc. Au contraire, Trump sait très bien où il veut aller. Les conseillers de Trump savent très bien quel Moyen-Orient ils veulent recréer, et ils veulent un Moyen-Orient de paix pour Israël, avec l'Arabie Saoudite, avec un certain nombre de grandes puissances sunnites qui vont pouvoir créer des interactions extrêmement puissantes, notamment dans le cadre des accords d'Abraham, contre l'arc du mal, qui est l'Iran, et tous les proxys iraniens. Donc moi, je n'ai pas forcément une grande confiance dans MBS, quelqu'un qui est capable de découper en petits morceaux un opposant dans une ambassade. Excusez-moi, ça me semble pas être un grand démocrate, mais il fait quelques progrès. Il fait quelques progrès sur le droit des femmes dans son pays. Il avance dans son pays sur un certain nombre de points et il tend quand même relativement la main à Israël. Et excusez-moi, mais en 2 ans de guerre, il n'y a pas un pays sunnite qui a bougé le petit doigt. Tout le monde a laissé Israël faire et il y a même eu de la coopération militaire entre la plupart des États arabes et Israël. Donc vous voyez, la question des F-35, tout ça, c'est un petit peu du cinéma. En réalité, je pense qu'en coulisses, heureusement, non seulement Israël n'est pas cocu, mais même Israël sera gagnante. Guy. Oui, juste une petite remarque, c'est que par rapport à la technologie nucléaire,
Ça, les États-Unis n'ont pas de choix parce que sinon, il peut toujours recevoir ça de la part de Chine ou de la Russie, etc. Pakistan. Par contre, les Du Pakistan, il a dit. laisse parler, elle a parlé pédant. Attends, non, Guy. Par Allez-y. contre, le fait que pour Trump et pour Salman, l'axe, c'est vraiment ça, d'avoir la paix dans le Moyen-Orient. Mais dans cette paix, la condition, c'est avoir un État palestinien, ou au moins en voie vers un État palestinien. Parce que si, sans ça, et Donald Trump, dans son plan, il n'a pas mis voie pour un État palestinien juste comme ça. Parce qu'ils savent très bien que sans cette voie, il n'y aura pas en paix au Moyen-Orient. Point final. Caroline, Absolument. on revient au premier débat, parce qu'on rappelle ce chiffre. 62% des Israéliens sondés s'opposent à un État palestinien, même si ça ouvrait la voie à une normalisation avec l'Arabie saoudite. Ben oui, parce qu'en l'état, la population israélienne, et à juste titre, a effectivement très peur de la création d'un État palestinien. Et en plein centre d'Israël, on a vu le 7 octobre, on a vu ce que ça avait causé. Donc, Mais vous, alors moi, la création d'un État palestinien contre la normalisation avec l'Arabie saoudite, en fait, oui ou non? Mais c'est pas oui ou non, c'est que j'aimerais y croire à la création d'un État palestinien et à la paix. Je vous assure que c'est la vérité. J'aimerais y croire, mais je n'y crois absolument pas parce que je suis assez rationnelle et ce que j'observe, c'est que ça a été refusé plusieurs fois et que c'est pas la volonté des Palestiniens. Mais si les choses changent, on continue le tour de l'info. Il faut essayer 1000 fois jusqu'au moment où il y aura. Pourquoi toujours nous? C'est toujours nous. On continue le tour de l'info. Oui, bien sûr, parce que c'est notre intérêt. C'est pour ça. Caroline Sportes, vous avez la parole, je vous la laisse. Un homme a été arrêté ce lundi 17 novembre après avoir menacé sur ses réseaux sociaux de faire exploser la synagogue de Cannes. Les forces de l'ordre l'ont interpellé et placé en garde à vue. Une réaction, Caroline Sportes? Ça rejoint le deuxième thème, je dirais, avec malheureusement la radicalisation d'un certain nombre de Français et surtout via les réseaux sociaux. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Bon, c'est une vraie catastrophe et je crois qu'il y a un vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la réaction de Roth là-dessus, parce que je sais qu'il travaille avec les banlieues, etc. On va en parler après. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un énième acte antisémite en France. Les choses ne bougent pas. Voilà. Barbara Lefebvre, votre information. Selon le chercheur égyptien Maher Farghali, les frères musulmans auraient détourné près d'1 demi-milliard de dollars issus d'une seule campagne de collecte organisée au nom de Gaza. Une réaction? Oh bah écoutez, c'est pas bien nouveau. Et les frères musulmans, alors détournés par les frères musulmans, mais via quoi comme association? J'ai pas vraiment suivi cette information, mais je n'en serais pas du tout étonnée, surtout depuis l'Europe. Aujourd'hui, on a un vrai problème avec Bruxelles. On a un vrai problème parce que j'en discutais dernièrement avec Fadila Maroufi qui travaille beaucoup sur la question de Bruxelles puisque d'abord elle y vit. Il voit quand même arriver un flux assez important de, je mets des guillemets, réfugiés gazaouis qui préfèrent apparemment tous venir à Bruxelles parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt à essayer de faire du lobbying auprès d'un certain nombre de fonctionnaires bruxellois. Et que Bruxelles est la grande plaque tournante aussi du financement du lobbying vers les députés et vers les commissaires bruxellois par des associations liées aux frères musulmans, par des fondations qataries, etc. Donc tout ça n'est absolument pas étonnant que cet argent ait été détourné par des associations liées aux frères. Mais vous savez, maintenant, c'est devenu une telle nébuleuse, les frères musulmans, qu'ils pourront réussir toujours à dire « Oh mais non, c'est pas nous, c'est pas les frères musulmans. » Alors, Barbara, pour préciser l'information, l'affaire implique l'organisation Wakta Ulma, active en Turquie depuis 2013 et pilotée par des personnalités religieuses proches de la confrérie. Donc le chercheur égyptien affirme que les frères musulmans ont depuis longtemps l'habitude d'utiliser la cause palestinienne pour lever des fonds, mais que cette fois, la particularité réside dans la réaction du Hamas, qui de son côté a publiquement condamné l'opération. Voilà, pour être totalement précis sur cette information. Attendez. Donc,
Bien sûr, le Hamas qui s'émeut qu'on détourne de l'argent, dis donc, voilà. Oui, mais ça progresse bien. C'est bien parce qu'on parle de ça, mais après avoir détourné des milliards et des milliards. Regardez ce qui se passe aussi en Ukraine. Je suis désolé, ils ont détourné aussi des milliards, et les proches de Zelensky qui ont aussi détourné des milliards. Donc, je veux dire, à partir du moment où vous avez des actions humanitaires avec des gens. Il y a toujours des gens sur le chemin qui détournent de l'argent. Je vous prends le cas de l'Ukraine. Mais moi, je pense que les gens devraient se poser la question du pourquoi, du comment les frères musulmans ont quand même autant ce poids-là. À un moment donné, quand les gouvernements sont défaillants, quand vous avez des populations qui sont en souffrance et que ces gens viennent à leur chevet en permanence, à un moment donné, ils continuent d'exister, de proliférer. C'est aussi simple que ça. C'est là-dessus qu'il faudra travailler, sur ce qu'on fait des populations, ce qu'on apporte aux populations, comment on s'occupe des populations pour ne pas qu'ils se tournent vers le côté obscur de la force. Guy Poral. Enfin, les 40 milliards de l'ANRU, on a quand même donné beaucoup. En France, c'est 10 milliards par an pour la politique de la ville. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations de quartier essayent de faire un bon travail, mais vous avez aussi des associations de quartier qui sont gangrénées par les frères musulmans. Et c'est là que le clientélisme électoral aurait mérité de faire un peu le tri dans certaines banlieues. Guy Poral. Ça, c'est encore des Israéliens ont incendié des véhicules et 2 maisons dans le village palestinien d'Al-Jaba, en Judée-Samarie, lundi. Quelques heures après le démantèlement par les forces de sécurité de l'avant-poste illégal de Tsour Misgavi dans le Gush Etzion, l'armée a déclaré peu après que des recherches étaient en cours pour retrouver les suspects. Et cette information contredit Ross, qui dit qu'on ne parle pas de ça sur cette antenne. Guy Poral. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est toujours la même tragédie qui se répète toutes les semaines et qui va continuer comme ça jusqu'au moment où les deux côtés arrivent à la conclusion qu'il faut arrêter. Et le programme que président Trump a mis sur les tables là maintenant, après très longtemps, trop longtemps, c'est quelque chose qu'il faut graber et vérifier. Moi, j'étais au Moukata, à Ramallah, à côté du président Abbas, moi et certaines d'autres personnes, il a dit, on a envoyé maintenant une délégation spéciale pour UNESCO pour planifier les rééducations de notre gens. Nous sommes garantis qu'il n'y aura pas des armes. Ça doit être absolument militarisé. Il faut avoir des puissances internationales garanties pour vérifier tout ça. Et c'est vrai que les choses sont pas bien marché depuis Oslo et après, etc. Mais quelle est la solution ? De dire, à cause du fait que ce n'est pas marché, maintenant, on va continuer avec la guerre jusqu'à la fin de la vie, ou de dire, on réessaye, on ne va pas faire la même erreur qu'on a fait en Oslo. On va répéter jusqu'au moment où il y aura de paix. Guy, c'est intéressant ce que vous dites sur l'éducation. C'est ce que vous dites sur l'éducation. Parce que, juste pour l'image, quand même, il y a des enfants gazaouis là, qui ont été accueillis en France. En Belgique. Et ils sont arrivés avec des t-shirts arborant des kalachnikovs dans le dos, sur le t-shirt. Oui. Ça vous. Non, ça me dit que pour l'instant, surtout chez les Hamas, mais même au Cisjordanie avec la OLP, les choses pour l'instant sont loin d'être bien. Mais quand on interroge, Guy, quand on interroge, aujourd'hui, c'est pas moi, moi je suis pas expert comme vous, quand on interroge la population à Gaza, encore aujourd'hui, on en a parlé avec Raphaël il n'y a pas très longtemps, ils sont très, très majoritairement pour le Hamas. Oui, mais bien sûr, parce que laisse-moi te répondre. Mais c'est normal. Normalement, parce qu'après des années des désespoirs, ils sont désespérés et bien sûr qu'ils vont aller vers une solution d'extrême. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ils ont reçu de destruction comme jamais auparavant. Et la question, c'est comment on arrive à changer les choses, pas de continuer la même chose. On avance. Parlons maintenant de cette enquête IFOP pour le magazine Écran de veille intitulée « État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans en France entre réislamisation
et tentations islamistes. Avant de lancer le second face-à-face de l'émission, je vous propose de découvrir quelques résultats importants de cette enquête. Entre 1985 et 2025, la part des musulmans dans la population française est passée de 0,5 à 7%. 80% des musulmans vivant en France se déclarent religieux, contre 48% des habitants se réclamant d'une autre religion. 59% des musulmans âgés de 15 à 24 ans sont par exemple favorables à l'application de la charia dans les pays non musulmans, contre 38% des fidèles âgés de plus de 50 ans. 38% des Français musulmans approuvent tout ou partie des positions islamistes. Et enfin, 24% des musulmans interrogés affirment éprouver de la sympathie à l'égard des frères musulmans. Cette enquête a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé 7 questions à nos débatteurs. Êtes-vous inquiet par la pratique religieuse rigoriste des jeunes musulmans de France? Rost, pas inquiet, contrairement à Barbara Lefebvre. SAS Débat, saison 1, épisode 10, face à face 2. Un débat qui risque de faire trembler les murs des studios à Paris. C'est parti. Barbara, vous avez la main, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rost, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? N'oubliez pas, 1 minute, vous devez convaincre les téléspectateurs. Barbara, c'est parti. Oui, c'est inquiétant parce que l'islam est plus qu'une spiritualité, c'est plus qu'une religion, c'est une loi et c'est une loi très stricte et très rigide. Et on a aujourd'hui effectivement une partie de la jeunesse qui est, à mon avis, acculturée et qui ne connaît pas bien la culture musulmane parce qu'elle fantasme la charia. Et je pense que si elle vivait dans un pays où est véritablement appliquée la charia, on verrait qu'elle préférait la vie démocratique en France. Aujourd'hui, là où les femmes iraniennes essayent d'enlever le voile, nous avons des femmes françaises qui cherchent à le porter et des féministes qui viennent les encourager à le porter. Donc oui, c'est d'autant plus inquiétant qu'il y a aujourd'hui un parti en France pour soutenir cet islamisme, c'est la France insoumise, la France islamiste. Donc oui, cette rigidification, cette religiosité rigoriste d'une plus grande partie des jeunes Français de culture musulmane est très inquiétante pour l'avenir du pays, parce qu'en face, il n'y a pas de réponse. En face, il n'y a que des vagues valeurs et il n'y a que des principes et des incantations pour la République. En réalité, il n'y a pas véritablement d'action pour aider les musulmans à sortir de l'islamisme. Rost, c'est à vous, 60 secondes, un peu plus, parce que Barbara a dépassé. C'est parti. Alors, là où la République est absente, les obscurantistes prolifèrent. Ça, c'est la phrase avec laquelle moi j'ai fait un gros travail auprès des jeunes dans les quartiers pendant très longtemps et que j'ai alerté les politiques sur différentes choses par rapport au désespoir, par rapport aux perspectives que les uns et les autres ne peuvent avoir. Si la République ne leur propose pas des alternatives, ce sont les autres qui leur proposent ces alternatives-là. Donc, forcément, vous avez des gens qui vont aller plus du côté obscur que du côté clair de la République. Mais quand vous dites 80% qui se disent religieux, je suis désolé. Moi, je suis sur le terrain en permanence. La religion, il y en a plein qui se revendiquent d'être musulmans, qui n'ont jamais lu une seule ligne du Coran et qui n'y connaissent absolument rien. Parce que la religion musulmane, avant tout, moi j'ai grandi dans un pays où il y avait toutes les religions et qui cohabitaient ensemble, c'est-à-dire le Togo. Mon grand-père était imam et il nous apprenait une seule chose, c'est l'amour de l'autre, le pardon et la capacité à accepter les autres. Mais ce qui se passe dans nos quartiers, certes, il y a des choses à revoir par rapport à la République, mais il faut redonner de l'espoir à nos jeunes. Je vous rappelle que vous votez tout de suite sur le compte Instagram d'i24 News. Oui, si vous êtes d'accord avec Barbara Lefebvre. Non, si vous êtes d'accord avec Rost. Vous aurez voté Rost ou Barbara Lefebvre? Barbara. Allez-y, pourquoi? Parce que c'est extrêmement inquiétant. D'ailleurs, tous ces jeunes sont des Français de 3e ou 4e génération. Alors, Ross, c'est toujours le même discours, c'est le discours victimaire, c'est la République ne m'a rien offert, donc je suis devenue, je me suis radicalisée. Mais bon, c'est trop facile. Je pense que c'est clairement le fruit du travail des frères musulmans par la propagande, notamment par les réseaux sociaux, LFI qui participe largement à tout ça, et surtout. Et ça, Rod, je vous interpelle là-dessus parce que j'imagine que vous faites un vrai travail là-dessus, mais je le dis absolument sans ironie. Rost a réalisé un film documentaire sur la radicalisation. Oui, bien sûr. Deux courts-métrages. Deux courts-métrages. Oui, je pense, c'est pour ça que je vous dis, je ne le dis pas du tout ironiquement. Je sais, il y a une démission totale de l'éducation à l'école et à la maison.
Et je pense que s'il y a un travail à faire pour qu'il y ait un espoir que la jeunesse s'en sorte, c'est ce travail d'éducation. Et ce serait bien aussi qu'on arrête de se tirer dans les pattes, j'ai envie de vous dire, voyez, comme on fait, et qu'on puisse créer un consensus pour justement réapprendre aux enfants l'histoire. Vous avez vu ce film, Les Héritiers? Je ne connais pas suffisamment de situations musulmans en France, mais c'est que j'habitais en France, à Paris pendant 5 ans, il y a 35 ans, et il n'y avait jamais bon, j'ai pas vu le problème d'islam qui se passe maintenant. Ça veut dire quoi? Mais comment la France est arrivée à ce point-là? À cause du fait qu'ils ont laissé l'immigration entrer? Oui, il y a aussi un problème de nombre, c'est clair. Il y a un problème de nombre, et il y a une démission. Je peux vous donner un exemple. J'ai assisté avec mon confrère que vous connaissez sur les plateaux, Olivier Pardo, au procès de la jeune influenceuse qui s'était moquée du bébé dans le four le 7 octobre. D'accord? Et dans la salle d'audience, c'était une audience publique. Il y avait plein de jeunes. Qui n'a jamais existé d'ailleurs. Hein. Il y avait plein de jeunes, de Français, mais de confession musulmane, qui étaient là pour soutenir cette influenceuse. Pendant les interruptions d'audience, j'ai été parler avec ces jeunes pour savoir ce qu'ils en pensaient. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient d'Israël. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de Gaza. Je n'ai pas obtenu une seule réponse. C'est-à-dire qu'ils sont là à suivre un peu le mouvement. Normal. Parce qu'il faut suivre le mouvement, mais il y a aucune connaissance de rien. Ross, je vous propose de réagir à... Non mais Caroline, allez-y. Ross, après Barbara. Pardon, excusez-moi. Mais parce que Caroline a dit un mot tout à l'heure, ce mot-là, je ne peux plus l'entendre. Victimisation. Je vais vous dire, on n'a jamais été dans la victimisation, on n'est pas des victimes, nous, on prend les choses en main. Si vous nous mettez une claque, on ne tend pas l'autre joue. C'est terminé cette époque. Donc l'histoire de victimisation, gardez ça, comme les gens du RN qui passent leur temps à nous dire... C'est les musulmans modérés qui en ont marre de cette victimisation. Non, mais ce sont les musulmans modérés qui le disent. Attendez, excusez-moi, je vous réponds. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Il faut, à un moment donné, quand je parle de... Je dis, lorsque la République est absente, les obscurantistes prolifèrent. C'est parce que je suis en train de vous dire que lorsqu'on laisse l'espace à ces gens-là, ils font le travail, eux, de leur côté. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tout le travail que nous, on a fait depuis 2015, depuis les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, tout le travail consistait justement à dire à nos jeunes que quelle que soit leur situation, leur couleur, leurs origines, qu'aucun d'entre eux n'est condamné à l'échec et qu'ils ont d'autres alternatives que d'aller vers ces gens-là. Et c'est un travail que j'ai fait avec mon temps, mon argent personnel, où je me suis endetté, où j'ai failli me retrouver à la rue par rapport à tout ça. Barbara, c'est des choses qui me tiennent à cœur, madame. Barbara Lefebvre. Mais ce qui se passe en Israël a des conséquences effectivement sur les gens. Mais je vais vous dire, c'est pas tellement seulement la République. Le problème, c'est que c'est la culture et l'éducation qui est en retard, et notamment quelque chose qui s'appelle la connaissance historique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de ces jeunes manquent de ce cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République française, elle est plus cadrante. Vous comprenez, quand vous êtes dans une société ouverte, où tout se vaut, un homme vaut une femme, etc., et j'en passe, et des meilleurs, eux, ils sont là dans quelque chose qui va être beaucoup plus cadrant, et ils sont surtout en face d'imams TikTok qui leur racontent une histoire complètement fantasmée sur l'unité de l'Oumma. Or, l'unité de l'Oumma, elle a disparu en 655. Le prophète Mohammed, il est mort en 632. L'unité, ça a duré de 622 à 632. Après, il y a eu la grande fitna, c'est-à-dire la grande opposition entre qui va succéder ou pas à Mohammed. Ça s'est terminé en 661 avec la naissance des chiites et des sunnites. Ensuite, de plusieurs califats. Jamais dans son histoire, l'islam n'a été unifié. Or, ces gens-là sont dans le rêve, dans le fantasme, et c'est ça le salafisme, c'est le fantasme de retrouver l'unité des origines. Et donc, c'est pour ça qu'en grande partie, ces jeunes, en fait, ils ne connaissent rien de ce qu'ils disent. Non. Quand ils disent on veut la charia, on veut l'oumma, on veut tout ça, ils ne connaissent rien. Et s'ils avaient des imams un peu intelligents, un peu cultivés, et pas juste des imams de télé ou de manifestations de pacotille qui parlent à peine français, s'ils avaient des imams qui venaient leur expliquer l'histoire et des historiens qui venaient leur expliquer l'histoire, ils comprendraient que l'islam dont ils parlent est un islam fantasmé. C'est formidable. L'imam Chalgoumi. Bref. Pourquoi bof? Non, l'imam Chalgoumi, il n'explique rien du tout. Désolé. Pas plus que Tarek Obou, excusez-moi, ils expliquent rien du tout. Pas très populaire au sein de la population musulmane. Il explique que la religion... non, il n'explique pas du tout ça, madame. Il n'explique pas du tout ça, l'imam Chalgoumi. C'est un moyen de comprendre. Allez, c'était le mot de la fin de Barbara Lefebvre, mais pas le mot de la fin de l'émission. Celui-là est réservé à monsieur Julien Assal.
C'est parti pour la carte blanche. Guy, écoutez bien, je crois que vous êtes concerné. Oh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Raphaël. C'est musique, c'est pour Guy. Guy, ancien pilote de chasse. J'espère que vous avez kiffé. Sinon, Raphaël, comment je suis soulagé là. Tout à l'heure, j'ai vu l'humoriste David Adrien en plateau. J'ai cru que tu m'avais remplacé. Mais au final, non, parce que je suis là. Ça fait plaisir. Sinon, on a appris que le président Trump, il serait prêt à vendre des F-35 à l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, Guy, vous en pensez quoi en plateau? Moi, je trouve que les Saoudiens, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont attendu le Black Friday pour passer leur commande. Après, moi, perso, j'ai pas attendu le Black Friday. Voilà. Mon avion de chasse, je l'ai déjà. C'est une avionnette. Enfin, j'en avais une. C'est fini aujourd'hui. Et pourtant, nous deux, c'était tout droit. C'était tout tracé. Et à un moment, on est parti à gauche, à droite. Enfin, moi, j'étais à gauche, elle est partie à droite. Et on s'est craché. Sinon, pour revenir sur Trump, moi, je me demande si c'est pas fait avoir en vendant des F-35 à l'Arabie Saoudite. Il a la tête ailleurs en ce moment, Donald. Je sais pas. Pour moi, soit il est stressé pour sa compétition de golf, soit il est trop préoccupé à transformer Gaza en Côte d'Azur. Mais en tout cas, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, Trump, c'est pas beau. Pas beau. Il a trahi Israël alors qu'il lui avait donné de l'exclusivité sur l'achat des F-35. Il va regretter son flirt saoudien. Comme moi avec mon F-35. Je suis dégoûté pour Trump. Je suis dégoûté pour Donald, bien sûr. Sinon, en tout cas d'ailleurs, imaginez un avion avec jacuzzi intégré, cave à vin et hôtel 5 étoiles. Bah, c'est une dinguerie. Même Mbappé, il a pas ça. Sinon, pour finir, j'ai 2 questions là. Alors, une pour Guy. Déjà, Guy, avoir été pilote de chasse en Israël, tout petit pays, c'est pas comme faire Space Mountain à Disney. Ça dure 2 minutes, non? Et deuxième question, Rost, ta promo pour succéder à Mahmoud Abbas, est-ce qu'elle avance? Eh ben, j'attends vos réponses en plateau. À demain, Raphaël. Voilà, ils sont morts de rire ici à Tel Aviv. Ainsi s'achève cette émission. Je remercie Barbara Lefebvre, Rost, Guy Poragne, Caroline Sportes. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons demain pour l'épisode 11 avec Rachel Bourlier, Yael Lerrer, Alexandre Bensoussan et Jérémy Stimber. Je sens qu'on va aussi passer une bonne soirée. Allez, restez avec nous sur i24 News.